context and a background to Dominique's work as a curator. Because in the specific area of film programming and curation that Dominique Pailly is perhaps most known in France and also across Europe. He was a pioneering programmer at the historic Cinema 43 in Paris and has produced and distributed films by key avant-garde and independent filmmakers of his generation, such as Philippe Garrel and Jean-Marie Straub and Daniel Ollier, and many others. And he was a founding director of film and audiovisual production at the Louvre until 1991, after which in 1993 he became director of the French Cinémathèque. His status as one of the key figures in French film culture and cultural life in general in France was further cemented in 2000 when he became director of cultural development at the Pompidou Center. And this was an entirely new position in the institution which he made his own. And he was briefly, after that, in 2005, head of the Meg Foundation, the Museum of Modern Art in Saint-Paul-de-Vence, near Nice. Dominique Pailly's intellectual project is one of the most focused, yet also, I think, ambitious and far-reaching. It's defined by a passionate desire to demonstrate the influence of the works and forms of the past on the new trends and movements in contemporary art. For instance, the complex modernist practice of recycling the ready-made, etc. And his work is concerned to explore the established boundaries between artistic disciplines, above all. And in the process, Dominique has formalized with, I think, acute clarity, new genealogies of film, in particular within the European art house and auteur tradition. He offers also a way of understanding the medium of film in the digital era, the way, for instance, classical film is now restored and effectively reinvented, and how this in turn can create a new type of spectator. So these are some of the questions that he is raising and probing and exploring in his work. And he focuses perhaps above all on the relations between cinema and the museum for this, and indeed has sought to expand and theorize the possibilities of this relationship. The provocative title of his program, a published program for the Cinémathèque in 1992, and I translate here, preserving, projecting, while building a museum for the cinema is nothing to be afraid of, encapsulates his bold approach and vision and mission to bring cinema into the gallery and museum, and vice versa. And in this sense, he remains faithful to the spirit and vision of Henri Langlois, the founder of the Cinémathèque Française, who cultivated it as a kind of imaginary museum. During the period 2000 to 2006, Dominique Pailly created a number of brilliant, daring, and spectacular shows. First, in 2000, a major retrospective of experimental cinema and the avant-garde at the Cinémathèque Française called Jeune, Pur et Dur. Then, a trilogy of giant, groundbreaking exhibitions at the Pompidou Center. First, the magisterial Hitchcock and Art, Fatal Coincidences in 2001, followed by a show devoted to the multi-art of Jean Cocteau. And I have to say that you really got Jean Cocteau and the whole totality of his work, called On the Thread of the Century. And soon after, a collaboration momentous and profound, and as you say, an adventure with Jean-Luc Godard, the Voyages into Utopia, Voyage en Utopie in 2006. Now, for those who are lucky enough to experience these remarkable audiovisual installations, and I was fortunate enough to be part of the editorial team for that show, a series of texts that became something called Document, not quite a catalogue. They took art, cinema, and museum and design into new and original places, multiple forms and combinations of. A bit later, in 2006, working as an independent curator now, he produced a dazzling show on the work and legacy of Walt Disney at the Grand Palais in Paris. And in each case, I think, he demonstrated the absolute necessity of engaging with film in the widest possible sense and context, aesthetic, cultural, theoretical, and historical. So it should, by now I hope, be fully clear that when Ferrara, Antonioni's hometown, sought to commission someone to conceive a multimedia exhibition to mark the centenary of his birth, an exhibition that would do full justice to the extraordinary range of interests of an experimental artist, always engaging with social reality, however abstract that may in fact prove, there really was only one choice. Now, the show, entitled Michelangelo's Gaze,
Antonioni and the Fine Arts was originally scheduled, for this September, but due to the earthquakes early this year, was postponed. So it will run next year from March to June at the Palazzo dei Diamanti in Ferrara. Now, when we first contacted Dominique Paini to invite him to come to Egham, it was in order to speak about curating a show that by now would have been completed, open to visitors, and therefore with a kind of narrative already of reception. He very generously accepted. Therefore, we are especially grateful that he has reconfirmed his commitment to come and to be with us today, but to talk about a show that is still open, still being formed, in the process of being prepared for next year. Dominique's talk will be, as you know, in French. The English translation has been available on the Hark website, but we do have some copies available if you want to refer to them, and Juliana has them at the front there. Please indicate if you would like one. There will be an opportunity after Dominique's talk for questions in English, with again the excellent help of Alix Aguirre. And so with no more ado, I hand you over to Professor Dominique Paini and his personal gaze on Antonioni. Before Dominique's lecture, we wanted to give a more concrete look on the exhibition. So we are projecting the document presenting the exhibition, Antonioni and Arts, and I will briefly comment some of the photos. The exhibition, as you said, it will open in March, well, the city of Ferrara owns a very large collection of items and documents, and you will see some few in this document. The exhibition is organized in 12 rooms, marked by contrast. The contrast in Antonioni's work between the blonde, the radiance of Monica Vitti, the dark beauty of Lucia Bossi, but also the mists of the valley, the valley of the Po, and the sun and of the desert. So I will introduce some images. Well, obviously the mists in Ferrara, some book owned by Antonioni, some photos. Yeah, no, it's interesting. Oh, too quick. Sorry. Photos on the set of The Passenger. This Rothko. We have to notice that Antonioni loved Rothko, and they met. So Dominique found that it was very important to show a Rothko in the exhibition. Yeah, this is a card sent by Julio Cortázar, who wrote the novel on which is based Blow Up. C'est des images de Bruce Davidson, des images sur le set de Zabriskie Point. Some photos taken by the set photographer Bruce Davidson when shooting Zabriskie Point. And as you can see, these photos are really related to Antonioni's own paintings, known as the Enchanted Mountains. The link, obviously, between Antonioni and Rothko and the ending of Zabriskie Point has been underlined. Pollock, sorry, has been underlined. Alors
ça, c'est un hasard étonnant, c'est un tableau de Schifano. Yeah. Même année que fait. In the same year, Antonioni shoots this image and Zabriskie Point. In Zabriskie Point. Yes. Et il y a un tableau de Schifano. And Schifano paints this work. Mais ils ne se connaissent pas. Enfin, But ils ne savent pas. They didn't know that actually they had the same idea when they both worked. Vous avancez. Enfin, vous avancez pas trop vite. Ouais. Le tournage de l'Avventura. Shooting of the Avventura. Once again, you can see the parallel between Antonioni's paintings and this photo taken during the shooting of the Avventura. A link between Antonioni's metaphysical dimension and De Chirico in the Avventura. As you can see, dans la note, il y a le tableau de Mario Sironi. Yeah, in La Notte appears this painting from Mario Sironi, and also this painting by Morandi, just behind. Parce qu'il y a une correspondance très grande entre Morandi et Antonioni. Because you should know that Morandi and Antonioni exchange letters and were in contact. In the exhibition, there will be a special point on architecture, as you can see behind Antonioni shooting during the shooting of the night, La Notte. You see the famous building by Gioponte. À Milan. In Milan. Same way, architecture and photos taken by the Becher of water towers. Vous savez, c'est un peintre important italien, Alberto Burri. Once again, a parallel between Antonioni and another famous Italian painter, Alberto Burri, burning unfamiliar material, plastic. C'est un document, il faut dire, c'est un document qui sert pour proposer l'exposition à d'autres musées. Yeah, we are projecting a document that was used to, make some publicity for other museums. L'exposition ira à Bruxelles. The exhibition will travel to Brussels and then to Paris. These are the Enchanted Mountains. Et Londres, si quelqu'un veut. Yeah, and London, if someone is interested. The Enchanted Mountains, Antonioni actually worked by enlarging a few centimeters of watercolor through the... L'archive contient 70 peintures, 70 grandes peintures d'Antonioni. There are in Ferrara 70 paintings of Antonioni. Very, very big. Encore. Ah oui, ça. Giacomo Balla. Oui, c'est parce qu'il possédait ce tableau de Giacomo Balla. He owned this painting of Giacomo Balla. Parce que quand on a fait le document, nous n'avions pas retrouvé le Balla qui figure dans l'identification d'une femme. Donc on a mis un, mais on l'a trouvé depuis, on l'a retrouvé depuis. Il faut le dire. Ça. And finally, voilà. Beyond the Clowns, Ferrara again. Voilà.
l'exposition aura lieu ici. In the Palazzo Diamanti, just behind. It's where the exhibition will take place. Donc, l'exposition consacrée à Antonioni ouvrira donc le 9 mars à Ferrare, et cette exposition découle de l'achat des archives personnelles du cinéaste qui ont été achetées par la ville. C'est un enrichissement que la ville de Ferrare a mis en œuvre également pour créer un musée permanent consacré au cinéaste, qui est né à Ferrare en 1912. La ville de Ferrare et le Palazzo dei Diamanti ont fait appel à moi car les responsables de cette dernière institution avaient visité les expositions que j'avais organisées sur Hitchcock, Alfred Hitchcock au Centre Pompidou, et Jean-Luc Godard, Cocteau aussi, dans les années 2000. Cette exposition est dédiée à l'œuvre d'un cinéaste installé dans un bâtiment classique, un palais de la Renaissance, avec 12 salles figées, si je puis dire. La difficulté principale à résoudre réside dans le fait d'une exposition consacrée au cinéma, qui est un art du XXe siècle, dont les apparences sont le mouvement et le matériau, le temps. On pourrait volontiers définir le cinéma comme une sculpture narrative du temps. Cette exposition doit s'installer dans le Palazzo dei Diamanti, où les murs sont évidemment fixes et les salles d'exposition non modélisables, ne sont pas transformables, comme au Centre Pompidou par exemple, et ne donnent pas la possibilité de créer un espace spécifique, comme dans les musées d'art contemporain, si vous voulez, du type du Centre Pompidou. Il y aura donc la nécessité de faire des séquences, séquentialiser l'œuvre d'une manière un peu rigide, en épousant la contrainte des espaces et non prioritairement les périodes de l'œuvre du cinéaste. Alors, j'ai pris le parti de repérer ou de créer, pour une part artificiellement, 12 moments de l'œuvre d'Antonioni. L'exposition pose des difficultés spécifiques qui excèdent les seuls problèmes habituels à résoudre pour ce genre d'exposition qui confronte les images fixes et les images en mouvement. Généralement, le fait de pouvoir créer des espaces diminue les difficultés qui découlent des matériaux différents, photographie, film, peinture, archives. A l'inverse, à Ferrare, il n'est pas aisé d'articuler les images immobiles et les images en mouvement, les images éclairées et les images lumineuses. La contrainte majeure qui s'est imposée à moi est donc bien l'architecture intérieure du palais. Mais c'est finalement une contrainte qui devrait, j'espère, présenter des conséquences heuristiques en créant des périodes, c'est-à-dire du relief dans l'œuvre. L'œuvre d'Antonioni ne comprend pas beaucoup de films et ses débuts témoignent surtout d'une recherche de style, hormis sans doute Cronaca di un amore, qui emprunte au film noir américain. C'est cette influence d'ailleurs qui fait la réussite de ce premier film. La dernière partie de l'œuvre d'Antonioni est marquée par la diminution des facultés de communication du cinéaste, et au risque de choquer, on peut considérer, en tout cas je considère, que l'œuvre se résume à Cronaca di un amore, la trilogie, la Notte, l'Avventura et l'Eclisse, Deserto Rosso, Blow Up, Zabriskie Point, Profession reporter et Identification di una donna. Ce sont 9 films majeurs qui s'étendent sur 50 années environ. J'ai pris le parti, contraint par ces multiples contradictions, d'articuler un principe thématique et un principe chronologique, en accentuant les contrastes entre
les étapes entre les salles. Ainsi, la toute première salle est consacrée aux origines de la vie d'Antonioni à Ferrare, et j'y accentuerai l'évocation du climat de la plaine du Pô, plaine froide, humide et infiniment brumeuse. En revanche, la seconde salle sautera immédiatement aux années 70 et privilégiera l'exil désertique du cinéaste en se centrant sur Zabriskie Point, profession reporter, c'est-à-dire la brûlure du soleil, la poussière, la sécheresse, la clarté des perspectives et des espaces. Autant d'éléments qui s'opposeront vivement à la salle précédente. Ces deux premières salles relèveront donc d'un double point de vue chronologique et thématique. La ville natale associée à l'ailleurs ultérieur. Ensuite, je reprendrai un fil chronologique et documentaire en m'attachant au début de l'œuvre néoréaliste, en insistant sur deux influences majeures qui ne sont pas vraiment néoréalistes d'ailleurs, qui sont Luchino Visconti et Robert Bresson. C'est un même parti pris de contraste et de relief qui me conduira à dédier deux salles à deux femmes dont le hasard assez heureux permettra l'opposition gracieuse et relevant presque d'un principe théorique. Lucia Bosé, la brune qui interprète les deux premiers films d'Antonioni, Cronaca di un amore et La signora senza camelie, et Monica Vitti, la blonde, qui incarne la période moderniste d'Antonioni. Blonde et brune, noir et blanc. C'est aussi ainsi que je soulignerai la mystérieuse et implicite résistance d'Antonioni à la couleur, indépendamment du fait que le cinéaste a multiplié tant de désirs pour la couleur et qu'il en fut probablement un des maîtres modernes. Mais je crois que, comme par exemple Joseph von Sternberg, résistant à la netteté de l'image, au-delà de l'avènement du cinéma sonore, tel Chaplin, qui résiste à l'avènement de la parole, au-delà du même avènement, tel Godard, qui résiste à la narration classique, Antonioni rusa avec le déni de la couleur. Il Deserto Rosso est en effet un film en couleur, encamailleux plus exactement, et un nombre limité de teintes sont apposées sur des éléments naturels, eux-mêmes, dans le paysage. Blow-up est caractérisé par une dominante verte, celle des parcs anglais, et le noir et blanc. Du costume du personnage principal, évidemment. Mais aussi le noir et blanc de ses photographies. Zabriskie Point a la couleur ocre uniforme de la poussière, du désert et du sable. L'œuvre d'Antonioni a l'apparence d'une certaine forme de calme, mais elle est traversée par une relative entreprise de destruction de la notion d'événement dramatique. On peut même évoquer une certaine obsession d'Antonioni pour le thème de la disparition. Une des salles portera d'ailleurs ce titre et servira ce thème, s'attachant plus particulièrement à la légendaire trilogie L'Avventura, La Notte, L'Eclisse, film dont l'enjeu dramaturgique est la perte de tout ressort dramaturgique. Après la sortie du néoréalisme, une grande salle donne donc toute sa puissance à la novation narrative de la trilogie, particulièrement marquée par la volonté du cinéaste de supprimer les repères psychogéographiques de ces personnages à l'égard de la réalité urbaine et par voie de conséquence de troubler les repères narratifs chez le spectateur.
On se souvient des errances sans but de Monica Vitti, Gian Mauro dans la Milan de la reconstruction des années 60 et dans les quartiers de l'Eur romaine, caractérisés par l'architecture mussolinienne. Cette dissolution narrative, cette incertitude sur les destinées des personnages sont favorisées par des références d'Antonioni à l'architecture métaphysique, celle des villes abandonnées dans le Ventura et de la mélancolie de l'architecture Renaissance dans le même film. Le grand immeuble Pirelli de Gio Ponti dans La Notte et les châteaux d'eau de l'Éclisse, véritables champignons atomiques, où les quartiers résidentiels de l'Eur dans l'Éclisse encore contribuent également à cette inquiétude urbaine. Les infinies valeurs de gris dans ces trois films trouvent une résolution colorée dans Il Deserto Rosso, et l'exposition s'attachera à marquer le contraste entre le noir et blanc et le camailleux coloré, mais révélera aussi la fuite d'Antonioni hors de cette Italie qui le déçoit, une Italie souillée par le développement chimique et industriel et les luttes sociales. Le film porte bien son nom, Il Deserto Rosso, désert chimique, désert politique. Autre contraste, cette Italie quittée et perdue s'affronte dans la salle suivante au Swinging London Pop de Blow Up. La juvénilité de son héros, Thomas, emprunte son modèle photographique up-to-date de l'époque, David Bailey, et la musique des Yardbirds. Simultanément, une certaine image de l'homme italien est également abandonnée, qui était incarnée par Massimo Girotti, par Gabriel Ferzetti, par Marcello Mastroianni, au profit du jeune photographe bondissant dans Blow Up, en noir et blanc, tout vêtu de noir et blanc. Les trois personnages, Girotti, Ferzetti, Mastroianni, ont le même visage. Chronologiquement, survient ensuite dans l'œuvre d'Antonioni le thème du désert, mais celui-ci aura été déjà évoqué au début de l'exposition. D'où le sentiment, la conscience, nous l'espérons, que le visiteur aura d'une boucle, d'une clôture, et par certains aspects d'un sentiment d'impasse de l'œuvre, ainsi que dans l'existence du cinéaste. D'où le fait que la salle suivant le départ à Londres sera dédiée aux œuvres picturales, sur papier, réalisées par le cinéaste, dont toutes ressortissent d'une même procédure d'agrandissement, d'un blow-up, c'est-à-dire c'est toujours une minuscule aquarelle, comme cela, pas plus grande, photographiée et agrandie. Enfin, les deux dernières salles seront la confirmation d'une sorte de recherche désemparée d'ailleurs, de l'ailleurs. Une avant-dernière salle sera consacrée à l'Inde, avec le petit documentaire Kumbh Mela, et à la Chine, et son film légendaire, où Antonioni donc tourne ses films documentaires et s'oppose ultimement au retour en Italie, à la fin de l'œuvre, le retour en Italie avec le film qui porte bien son nom, c'est Identification di una donna, mais c'est aussi, on pourrait dire, Identification dell'Italia. Il s'agira en effet de faire coïncider une certaine recherche d'identification féminine avec l'identification d'une nation et d'une culture. Les toutes dernières expériences cinématographiques sont bien nommées, d'une part, Par-delà les nuages. C'est en effet vers eux qu'Antonioni revient en retournant à Ferrare. Et d'autre part, le tout dernier court-métrage, donc, Lo sguardo di Michelangelo, sur le Moïse de Michel-Ange, dont il partage le prénom, et un autre petit film que je montrerai, Ritorno,
Ritorno à l'Isca Bianca, l'île de l'Aventura. En effet, le parcours de l'exposition, tel une boucle. Voilà, je vous remercie.